Bonjour, bienvenue à une autre enrichissante émission d'Histoire de passer le temps où s'entremêlent anecdotes historiques cocasses et regards pertinents sur le passé. Cette semaine, nous recevons 3 chroniqueurs parmi les plus férus du micro. David Girard, bonjour. Bonjour. Amélie Roy-Bergeron, bonjour. Bonjour. Et Thomas Venn, bonjour. Bonjour. Donc, aux commandes des vibrations sonores, nous sommes entre bonnes mains avec Gabriel Thériault. Oui, comment ça va? Ah, ça va pas pire, toi? Non, génial. Est-ce que vous m'entendez? Ben oui, on t'entend bien. Je n'entends pas. C'est comme si t'étais avec nous dans le studio. Comme bizarre, mon Bref, et je serai à l'animation, moi-même, sans plus d'artifice, Valérie Beaulieu-Paquette. Cette semaine, nous allons voguer entre la froide frontière américano-russe, la terrible mission Vous les chanoines en Afrique, et terminerons notre course en terre québécoise avec une réflexion à propos du traitement réservé au patrimoine. Sans plus tarder, Gab, on t'entend-tu? Ouais, là, ça marche. Bon. Ouais, ça, je vous entends parce que mes écouteurs n'étaient pas branchés. Il y a Oriane aussi avec nous, elle va vous dire salut. Allô? Comme j'ai dit, on est d'entre bonnes mains. Oui. De quoi souhaites-tu nous entretenir aujourd'hui? Ouais, c'est ça, en fait. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, en cette fin d'après-midi. En fait, il y a plusieurs choses que j'avais goût à vous parler puis qui a attiré mon attention cette semaine. J'aurais bien envie de vous parler de patrimoine avec la destruction de la maison Boileau à Chambly, mais je vais laisser la chance à Amélie de nous en parler davantage tout à l'heure. C'est gentil. Ouais, ben, Merci, j'apprécie. Ben ouais, de pas voler son sujet. Ouais, ce serait plate, hein. Non, c'est ça. En fait, j'aimerais encore revenir sur le cas des Franco-Ontariens. Donc, c'est-à-dire que en ce moment, ils et elles ne vivent pas un moment très facile en raison de l'abandon du projet de l'Université de l'Ontario français, ainsi que l'abolition du commissariat au service en français du gouvernement de Doug Ford. Donc, la mobilisation se prépare en Ontario pour dénoncer ces décisions prises au cours des dernières semaines. D'ailleurs, les rassemblements se manifesteront dans une 60aine de villes dès demain. Mais même que la députée du comté Prescott-Russell, à majorité francophone, Amanda Simard, a quitté le caucus conservateur de Ford en réaction à cette décision. Ce qui retient mon attention, c'est la mobilisation aux côtés du Québec. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas ému de la question des communautés francophones hors Québec. Même la question de l'hôpital Montfort, donc de langue française Ottawa, n'avait pas soulevé les passions ici au Québec. Donc, il faut remonter à la seconde insurrection métisse en 1885 et l'épisode de la pendaison de Louis Riel pour que les compatriotes québécois envahissent les rues. C'est le 16 novembre 1885 que Louis Riel est pendu pour haute trahison à Regina. Donc, peu de temps après la nouvelle, le sentiment national se manifeste chez les ressortissants francophones du Québec. Et le 22 novembre, près de 50 000 personnes prennent cours le Champ de Mars à Montréal et plusieurs orateurs se font entendre pour la cause des Canadiens français depuis la récente Confédération et des Métis. Donc, il y a Honoré Mercier et Wilfrid Laurier qui vont faire des discours qui sont plus qu'enflammés. Donc après les années de désir d'autonomie et puis d'indépendance, c'est tout récemment qu'on recommence à s'intéresser aux communautés francophones du Canada, qui pourrait-on dire n'ont jamais cessé d'exister. D'ailleurs, on salue celle à Victoria. Oui. Allô. Oui, donc merci beaucoup Gab pour cette anecdote. Puis je vais continuer à en parler pour le restant de la saison. Ouais, ben il y a pas les la dernière fois qu'il y a eu c'était pas avec les écoles francophones au Manitoba? Que Lionel Groulx était comme un ardent défenseur de ça. Oui, entièrement. Puis aussi le règlement 17, là. Oui, c'est ça. En fait, qui faisait en sorte que le français n'était plus enseigné à partir de la 2e année à la petite école en Ontario. Donc, ça avait aussi soulevé les réactions au Québec, mais évidemment de moins d'importance que celle de Riel. Mais cela pourrait être un objet de chronique. Entièrement. L'enseignement du français hors Québec. Entièrement. Voilà. Je fais ça. Dossier à suivre, je prends des notes. Donc, merci beaucoup, Gab. Merci. Je vais maintenant passer le bâton de parole à David Girard. Merci. Ceux qui nous voient sur la webcam, on vous salue. C'est un show en studio en ce moment. Oui, vous commencez à me connaître. Je m'entends bizarrement. Regarde, on a un petit problème technique. Là, je sais pas trop si je peux monter mon volume d'écouteur. Merci beaucoup. Voilà, vous commencez à me connaître. Vous savez à quel point j'aime partager avec vous mon processus d'écriture quand je commence mes chroniques, d'où je suis parti, où je m'en vais. Bref, cette semaine, j'avais envie de parler de la neige. Un sujet plus léger que ceux abordés au mois de novembre. Mais finalement, en fouillant un peu, je suis quand même sérieux dans la vie. C'est vrai. Je suis tombé sur un texte de Stéphanie Bellemare, page portant sur les îles Diomède dans l'imaginaire autochtone sibérien et américain. Et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Quelle chance. Voilà, commençons.
Les îles Diomède, c'est où? C'est quoi? Ce sont en fait 2 îles rocheuses situées en plein milieu du détroit de Bering entre la Sibérie et l'Alaska. À l'est, Petite Diomède, sur Petite Diomède vivent 78 Inuits et l'île appartient aux États-Unis. Elle fait 7 km². À l'ouest, la Grande Diomède sert de base militaire. Elle appartient à la Russie. En fait, cette dimension est de 29 km². Ce sont 2 îles. Les 2 îles sont situées la distance entre les deux de 3 km. Pardonnez-moi, ici. Petite erreur de diction. Puis sur Grande Diomède, y a-t-il des habitants outre la base russe? Non, il y a juste une base russe. OK, fait que dans le fond, il n'y a pas d'Autochtones ou d'Inuits sur cette île. Il y en avait. Il n'y en a plus. Ils ont été déportés. Vers Petite Diomède? Non, vers l'URSS. Vers l'URSS. Ça, voilà. C'est vraiment très... OK, oui. vas-y, continue. C'est triste, un moment triste dans l'histoire des îles Diomède. Mais ce qui est spectaculaire avec ces îles-là, c'est qu'au centre, là, entre les deux, passe la frontière américano-russienne et également la ligne de changement de date. Donc, quand on est sur Petite Diomède et qu'on regarde au loin Grande Diomède, en fait, on voit demain. Mais chérie, que regardes-tu par la fenêtre? Demain. Voilà. Les yeux toujours tournés vers l'avenir. C'est ça. Hein? Voilà. Donc, les 2 îles sont des Tuyas. Là, c'est un type de montagne d'origine volcanique. Elles sont caractérisées par des grandes falaises qui vont de 250 mètres à 300 mètres de haut et plongent directement dans l'océan. Elles sont surmontées d'un vaste plateau. Il y a peu de végétation. Ce sont en fait des restes de la Béringie, le passage qui reliait autrefois les 2 continents, l'Asie et l'Amérique. La route de migration par laquelle les premiers habitants, les premiers réfugiés sont venus ici en Amérique du Nord. On les salue d'ailleurs. Il y a plus de 50 000 ans. Les premières traces d'occupation humaine sur l'île remontent à 3000 ans. Voilà, l'occupation permanente, en fait. Les populations inuites vivaient sur les îles, chassaient et commerçaient, là, à la fois avec l'Amérique du Nord et l'Asie. Le premier à découvrir les îles, le premier européen, c'est Simon Dejnev, un explorateur russe qui passe à côté avec son bateau en 1646. Le premier qui va y descendre, par contre, c'est le Danois Vitus Bering en 1728. Il avait été mandaté par le tsar Pierre le Grand qui souhaitait cartographier la côte est de la Russie. La découverte s'est faite en fait le 16 août 1728, le jour de la Saint-Diomède, un martyr de l'Église orthodoxe, et c'est le nom qui va rester à travers le temps. Le nom va changer parfois selon les cultures. Les Russes là, vont leur attribuer 2 noms en l'honneur de leurs de héros nationaux, en fait. Dans la langue Yupik, ce sont les Inuits de l'Alaska et de la Sibérie, avant que Amélie me le demande. On a vu la question dans ses yeux. Oui, c'est ça, on a vu ça. La grande Diomède s'appelle Imaklik, ce qui signifie dans la mer, et la petite Ingalik, ce qui signifie en face de. Donc la petite, c'est en face de celle dans la mer, en gros. Donc dans la culture inuite, elles sont considérées comme un ensemble, elles sont inséparables en fait. On va voir pourquoi tantôt. Dans la langue populaire russe américaine, parfois, on va également leur donner un nom en fonction de la ligne du changement de date. Là. Donc, la petite, c'est demain, et la petite, c'est aujourd'hui, la grande, c'est demain. Pardon. Pour comprendre pourquoi ces îles dans l'imaginaire collectif sont considérées comme un ensemble commun, il faut se fier au mythe de la création, tel qu'il apparaît dans l'ouvrage d'Arthur Hyde, un enseignant américain d'origine norvégienne qui a été assigné sur l'île en 1910. Et là, je vais vous raconter le mythe de la création. Bruit de vague, s'il vous plaît. Intetlin et Imglin ne formaient qu'une seule île, où se trouvaient 2 montagnes. Tepeklin était le meilleur chasseur de l'endroit. Un jour, alors qu'il chasse un phoque, il se fait attaquer par l'un d'eux, méchant phoque, ou bad phoque, comme disent les anglophones. Tepeklin est blessé gravement. Une femme réussit toutefois à le secourir et le méchant phoque qui avait attaqué le chasseur s'en retourne dans la mer. Le phoque, mortellement blessé, meurt et provoque un déluge immense qui détruit le village de Petite Diomède et sépare la terre à tout jamais. Donc, voilà le mythe fondateur, en fait, là, pour la raison pour laquelle les îles ont été séparées. C'est par un déluge. Je sais que l'histoire du phoque est assez drôle, là, mais ce récit-là rejoint ceux de l'anthropologue Alexander Donitzky, qui lui s'est basé sur l'histoire orale inuite. Et il y a des recoupements à faire là entre les 2 récits. L'écrivain sibérien Yuri Ripkeyuk fait également référence au déluge, mais dans sa version, c'est une baleine qui est chassée. La mort de l'animal était également une entorse aux commandements ancestraux, et le déluge, la séparation des îles, était donc un châtiment divin.
Évidemment, ces légendes portent aussi le rêve d'une réunification des îles et des peuples qui y ont habité. Même si la langue était différente, les nations autochtones qui vivaient aux abords du détroit de Bering utilisaient les îles comme plaques tournantes. Ils étaient une culture commune pour tous les groupes. Là. Les îles qui étaient un lieu de passage, un lieu de commerce et un lieu de festivité également. Parce que Arthur Hyde va mentionner aussi dans ses récits que les Yupik de l'Alaska et de la Sibérie se rencontraient une fois par année sur Petite Diomède pour célébrer la fin de la saison de la chasse et procéder à des mariages entre les individus sur l'île. Pour sceller des alliances. Exactement. Donc, il va y avoir des liens familiaux. C'est des alliances, oui, ça. Oui. Il va y avoir des liens familiaux entre les gens qui restent sur les îles et les gens qui restent sur les côtes, en fait, sur les continents. Et on va se promener entre les deux comme ça, allègrement. En 1867, lorsque la Russie impériale finalise la vente de l'Alaska aux États-Unis, les îles sont utilisées pour établir la frontière entre les deux pays. J'en ai parlé en début de chronique. Elles seront, à partir de ce moment, politiquement divisées. Il va y avoir encore des échanges entre les deux îles, en fait. Hyde va mentionner que les femmes partent récolter des feuilles, des racines et des baies sur Grande Diomède parce qu'elles n'en trouvent pas sur leur île. Il va également mentionner qu'il y a des enfants de Grande Diomède qui vont fréquenter l'école sur Petite Diomède. Eux autres, ils font la route le matin et le soir en chaloupe. De 3 km, en canot, en kayak, en fait, bref. Dans les années 1930, les Soviétiques construisent une base militaire. Ils vont prendre les habitants qui étaient sur Grande Diomède, ils vont les envoyer sur le continent russe. Et puis, à partir de ce moment-là, la fréquentation des eaux autour de Grande Diomède sera impossible. D'ailleurs, Paul-Émile Victor, l'explorateur de l'Arctique, en 1944, est en mission pour les États-Unis, s'aventure en kayak proche de la Grande Diomède et se fait tirer dessus par la garnison soviétique, pardon. En 1947, évidemment, avec le début de la guerre froide, il devient impossible de traverser la frontière entre les États-Unis et la Russie. Donc là, c'est plus seulement les eaux autour des Grandes Diomèdes qui sont protégées, qui sont interdites, mais c'est la frontière complète qui n'est plus accessible. Avais-tu une question? Oui, non, mais je me demandais si ceux qui avaient été déportés du côté de la Russie, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, s'ils ont été mis dans des placés dans des réserves ou juste. Je sais pas. Ils ont été déportés. Mais il y avait des villages Yupik sur la côte, sur la donc côte, j'imagine qu'ils ont été dans les villages, là, mais j'en ai aucune idée. Petite curiosité comme ça. Mais je sais, mettons, en 47, quand la frontière est fermée entre les deux, il y a 19 individus qui vivent sur Petite Diomède qui partent voir leur famille sur la côte russe, sur la côte de l'URSS, en fait. Mm-hmm. Et puis, ils sont pas au courant que la frontière était fermée cette journée-là. Donc, ils vont se faire capturer, ils vont se faire arrêter, ils vont se faire emprisonner pendant 3 mois et ne pourront plus jamais retourner chez eux. Donc, la coupure des liens est assez abrupte, en fait, là. Voilà. Une belle histoire, quand même. Du jour au lendemain, les liens vont être rompus et la frontière redevient plus souple dans les années 80, mais on comprend que 40 ans de coupure complète laissent des traces dans l'imaginaire. Aujourd'hui, la situation s'est de nouveau refroidie. Sur Petite Diomède vivent encore 78 habitants qui demeurent dans des maisons sur pilotis. C'est d'ailleurs la photo que j'ai utilisée pour la publicité sur notre compte Facebook. Vous irez voir cela. Mm-hmm. Ils vivent surtout de la chasse et de la pêche. Et la petite communauté, la vie sociale de la petite communauté s'articule autour de l'école, /gymnase, /salle des fêtes, /mairie. Un bâtiment, finalement. Et du magasin général. Les vivres arrivent par hélicoptère une fois par semaine. Lorsqu'ils vont à la chasse, leur préoccupation principale est d'éviter Grande Diomède parce que les soldats de Poutine n'hésitent pas à leur tirer dessus encore aujourd'hui. Une note toute récente d'ailleurs du gouverneur de l'Alaska leur rappelle qu'il ne pourra pas intervenir si jamais ils sont faits prisonniers par les Russes. Donc, bonne balade. Se sont-ils considérés citoyens américains, ces habitants de Diomède? Ils sont considérés citoyens américains, tout à fait. Et Diomède est relié, est considéré comme un territoire de l'Alaska. Donc, c'est pas une réserve quelconque? Non. Ces personnes n'ont pas un statut d'autochtone? Je ne crois pas. Je n'ai pas vu cela. Okay. Écrivez-nous si je suis dans l'erreur. C'est possible, mais non, je ne croirais pas. Il n'y a pas de projet de base américaine à cet endroit-là? Pas encore, mais avec Donald Trump, sait-on jamais. Sait-on jamais. Un mur. À 3 km. Un mur entre les deux. Protéger la frontière, pas le choix. C'est vrai. Il peut y avoir des Inuits qui vont essayer de rentrer aux États-Unis, fuyant la Russie de Poutine. Du Poutine. De la Poutine. De la Poutine, oui, la Russie de la Poutine. Bref, ce sera un dossier à suivre, certainement, avec tout ce qui se passe en Arctique. Oui, ça brasse beaucoup. Hein? Ouais. En plus, les glaces ne prennent plus, donc ce passage va être de plus en plus fréquenté par les navires. De plus en plus fréquenté par les navires aussi, donc ça va devenir un territoire très intéressant à contrôler, éventuellement. Oui. Bref, merci David, c'était très intéressant. Merci à toi. Gab, tu nous envoies en musique?
Ouais, puis je vous entends. OK. Ouais. C'est un peu ta job. Ouais, c'est ça. Tantôt, je l'entendais pas. Ouais, fait qu'on s'en va en musique. On va écouter Tiny Flower, Little Moon de Heather Sleben. Bienvenue sur les ondes de choc.ca avec Histoire de passer le temps. Valérie Beaulieu-Paquet du micro qui passe maintenant le bâton de parole à Thomas Venn, notre spécialiste de la colonisation africaine. Oui, bonjour. Enfin, on passe des froids sibériens pour se rendre en Afrique tropicale, aux grandes chaleurs, aux 47 degrés Celsius et au soleil tapant, qui sont également des horreurs pour les personnes qui les vivent, surtout les Français. Ils en parlent tout le temps dans leur petite chronique de voyage africain, le soleil tapant le plomb, qui disent « Ils ne l'aiment pas tant que ça ». Quoique nous autres, ça va nous manquer pour les prochains mois. On s'en reparlera en mars. Oui, exactement, la dernière tempête de neige. On va bien s'amuser. Donc... Fait que tu nous parles de quoi déjà, Thomas? Le soleil. Alors, on retourne... Il prenait un petit coup de chaleur. On retourne 110 ans en arrière. On se retrouve à Dakar, au Sénégal, où s'organise une colonne militaire qui va porter le nom de Voulet Chanoine. C'est le nom des deux officiers qui vont être à la tête de la colonne,
qui a pour objectif la conquête des territoires lointains et chauds du Tchad. Alors, Tchad, excusez-moi. T'es bien velouté aujourd'hui. J'ai de la misère. Bon, alors... Thomas, juste 2 secondes. Dans le fond, le contexte global de cet événement, c'est quoi? C'est la course européenne à la colonisation générale de l'Afrique, mettons. Oui, absolument. Chaque pays essaye d'aller conquérir son petit bout. Oui, alors c'est l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et la France sont en train de se courir, ils se courent après pour avoir des petits brins de territoire qu'ils n'exploiteront jamais vraiment à ce point-là. Mais ils savaient pas encore les types de ressources qu'il y avait sur le territoire. Donc on prend ce qu'on peut, puis c'est carrément l'idée, c'est de faire des belles petites frontières fictives en plein milieu de nulle part pour dire ça m'appartient, ça t'appartient pas. Reproduire ce qu'ils ont fait en Amérique, mais 200 ans plus tard. Ouais, exactement. Ou ce qu'ils ont voulu faire en Chine aussi, à peu près. Ouais, c'est ça. Le colonialisme européen. C'est ça. À son meilleur. Okay. Puis on regarde plus le kilomètre carré que la véritable valeur des terres. Mais cette mission-là... Les divisions naturelles et les gens qui sont déjà là. Ça, c'est vraiment pas grave. Ouais. Pas pour les Européens de l'époque. Mais vas-y, en fait... je le dis. Pas pour les Européens de l'époque. Aujourd'hui, on sait très bien les conséquences. Fait que dans le fond, l'objectif c'est de se rendre au lac Tchad, qui se trouve en fait à la jonction des 2 fédérations coloniales françaises en Afrique. C'est l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. L'ambition était avant tout stratégique et par-dessus tout voulue par le Parti colonial français, qui est un lobby colonial en Afrique, pas en Afrique, excuse-moi, à Paris, ainsi que par les 2 officiers qui vont mener la colonne, donc Voulet et Chanoine. Elle n'était en aucune sorte supportée par les autres officiers coloniaux français. 2 groupes d'officiers en particulier qui s'appelaient les Soudanais et les Dahomiens. Vous pouvez nous comprendre que ces noms-là, ces officiers-là, qui se les attribuent à raison qu'ils ont conquis le territoire du Dahomey ou le territoire du Soudan. Ces 2 groupes-là vont s'opposer à cette mission-là. Ils la voient comme complètement inutile, une perte d'énergie, une perte d'argent. Et ils voient juste un petit peu de la mégalomanie et une tentative d'avancement de carrière de la part de Voulet et de Chanoine. Et en fait, c'est un peu ça, parce que ce sont ces 2 officiers-là qui ont poussé pour avoir la mission et ils se disent qu'un succès facile, une conquête banale comme ça en plein milieu de l'Afrique pourrait les faire augmenter de grade. Ils ont quand même réussi à se trouver du financement. Oui, ils ont trouvé du financement, mais c'est un budget très, très, très limité, très, très, très serré. Donc, ça va créer justement beaucoup de problèmes. De logistique. De logistique, oui, surtout de logistique. Voulet et Chanoine, ce ne sont pas des officiers qui sont inexpérimentés dans la guerre coloniale. Voulet avait été à la tête de la colonne qui, en 1897, a conquis le territoire de Mossi, donc le pays Mossi qu'ils appellent, dans l'actuel Burkina Faso. Lors de cette conquête, Voulet a mis à sac la ville de Ouagadougou, qui est aujourd'hui la capitale du Burkina Faso. Chanoine a aussi mené des colonnes dans le pays de Gouroundi, qui est juste au sud du territoire Mossi. Et enfin, ils menèrent une campagne ensemble, encore dans la même région, afin de définitivement asseoir l'autorité française dans l'actuel Burkina Faso. Ces campagnes, comme dans la grande majorité des conquêtes coloniales de l'époque, sont d'une immense brutalité. Il ne faut pas s'attendre à des bonnes petites ententes. Ce sont des massacres, ce sont du pillage, etc. Il n'y a rien de nouveau ici. Pour revenir à la mission Voulet-Chanoine en soi, celle-ci est composée de tout au plus 8 officiers blancs, d'environ une 50aine de tirailleurs sénégalais, 200 spahis, qui est de la cavalerie légère, plutôt autochtone, et une troupe d'environ 400 auxiliaires africains. Il y a 800 porteurs qui vont également accompagner la colonne, portant surtout les munitions et la nourriture pour 30 jours. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'expédition est très mal financée. La directive est de vivre sur le pays. Comme je vous l'ai dit, c'est 30 jours de vivre. C'est vraiment pas beaucoup pour une colonne de ce genre-là. C'est pas long, 30 jours. Oui, ils s'attendent évidemment à ce que ça prenne plus de temps. Oui, absolument. Tout ça est prévu. Il faut vivre du pays. La colonne est aussi mal équipée. Comme j'ai dit, pauvre en vivre. Là, 30 jours de nourriture, c'est vraiment pas beaucoup, mais ils ne peuvent pas en transporter davantage non plus. Parce qu'en Afrique, il faut absolument utiliser des porteurs. Les routes sont pas développées. Puis les Européens se battent à type européenne, donc ils forment des énormes colonnes toutes grasses qui se promènent très, très, très lentement. Et les mulets meurent à cause des maladies tropicales, les chevaux également, ou du moins on peut en amener un peu, mais pas trop. Donc il faut absolument... ils vont utiliser la main-d'œuvre humaine, donc les porteurs qui sont parfois forcés de participer à la colonne, parfois même kidnappés de force. Ce sont littéralement des esclaves militaires, si vous voulez.
Donc, ils doivent piller, ils doivent détruire tout ce qui est en chemin. Fait que la colonne, elle va quitter Dakar pour le lac Tchad, éventuellement. Malheureusement, j'ai pas de carte à ma disposition pour vous le montrer, mais la distance entre le Dakar et le lac Tchad, c'est d'environ 3500 km. Donc, avec 30 jours de vivre, on se rend pas très loin. C'est une très bonne marche. C'est quelque chose, c'est une expédition de plusieurs mois, en fait. Et c'est planifié comme ça. Donc, et beaucoup de cette marche-là va se faire sur territoire déjà français, dans le sens que les Français vont avoir des postes à certaines places. Le restant du territoire n'est pas occupé en soi par des Français, mais il y a des militaires français un peu partout, à gauche, à droite. Et en même temps, il y a 2 autres colonnes qui vont être envoyées vers le lac Tchad. Il y en a une qui va partir d'Algérie et l'autre qui va partir aussi du Sénégal, mais juste un petit peu après la colonne Voulais-Chanoine. Leur objectif était carrément de se réunir au lac Tchad puis de détruire la monarchie régnante de la région afin de pouvoir planter le drapeau français plutôt. En quittant Dakar, la colonne va longer le fleuve Niger et éventuellement, ils vont couper la colonne en 2. Il y en a une qui va passer plus dans le désert, tandis que l'autre va continuer à longer la rivière, le Niger, le fleuve Niger, excusez-moi. Leur objectif, encore une fois, c'est de se réunir à Sey, qui est sur le bord du Niger. C'est à ce moment que la colonne dirigée par Chanoine, la plus grande des 2, en grave crise d'approvisionnement déjà, ça donne à des massacres, puis les villages punissent, entre gros guillemets, les populations qui les résistent. Et tout ça se fait malgré qu'ils soient encore en territoire français. Ce sont des populations qui auraient été supposément soumises à travers des traités très inégaux. Quant à Voulais, il se rend jusqu'à Tombouctou, où est basé le lieutenant-colonel Club, que nous allons revoir un peu plus tard. D'ailleurs, il va jouer un rôle très important. À Tombouctou, Voulais reçoit des troupes supplémentaires, grossissant la colonne qui avait déjà des problèmes d'approvisionnement. Alors, les massacres et le pillage continuent. Une fois que les 2 colonnes se rejoignent à Sey, une ville sous occupation française, la nouvelle troupe reconstituée s'enfonce dans le désert à l'est, direction le lac Tchad. Elle est forte de plus de 2000 individus et vous imaginez, encore une fois, l'approvisionnement s'avère encore plus difficile qu'auparavant. Justement, les villages de la région avaient subi, les villages de la région qui sont en train de pénétrer avaient subi dans les dernières années des pénuries et de mauvaises récoltes. Elle avait donc peu de biens à donner, à vendre ou à être pris, carrément, si on veut, à être pillés. Donc, juste une mini parenthèse aussi, même si les villages que la colonne Voulais-Chanoine croise avaient été mieux lotis, je crois pas que ça leur ait changé quoi que ce soit dans leur comportement. C'est assez classique de piller et de voler, de les vivre. Il n'y a pas de témoins autres que eux. Je veux dire, non, c'est ça. Ouais. J'imagine que le pouvoir de négociation des habitants aussi est assez mince, là, quand tu as une colonne militaire qui arrive vers toi puis qui dit on veut t'acheter des ressources. Mais ça, c'est acheter. quand je dis acheter, c'est comme des fois, je me dis qu'il y en a peut-être un avec de la bonne foi qui va échanger, il va changer des objets pour avoir de la nourriture, mais c'est très, très, très rare. L'autre élément, c'est que c'est quelque chose qui ressort, surtout dans les monographies historiques sur le sujet. Il y avait quand même une très forte résistance africaine. Ce sont des sociétés affiliées, je me souviens plus du mot, mais ce sont des sociétés qui sont pas organisées dans les gros États. Donc, c'est beaucoup de petites entités politiques et qui ont été en général très, très, très opposées à n'importe quel envahisseur, qu'ils soient les empires musulmans africains, que ce soit un autre empire africain ou que ce soit des Européens, ont toujours été opposés au fait que d'autres individus rentrent sur leur territoire. Donc, ils vont résister la colonne de manière assez acharnée. De là à dire que ça cause également la violence de la colonne. Oui et non, je suis plus ou moins d'accord avec ce genre d'analyse-là, mais c'est juste à titre d'exemple pour vous donner une idée de l'ampleur de la brutalité de cette colonne, qui va d'ailleurs acquérir le nom de colonne infernale éventuellement. Le 8 janvier 1899, le village de Sansana Houassa est entièrement détruit et la population mise à mort. On parle de 101 personnes, dont une trentaine de femmes et d'enfants, tuées par des soldats de la colonne française en guise de punition, encore entre gros guillemets. Tout ceci pour avoir blessé, voire égratigné quelques soldats de la colonne. Donc, on s'adonne à des exactions assez brutales pour des petits mots. Et cet événement s'est produit avant même que la colonne quitte le bord du Niger en direction du lac Tchad. Fait qu'ils sont même pas encore rendus dans ce fameux désert où est-ce qu'ils vont laisser une traînée de massacres.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'unique raison que nous avons aujourd'hui, que nous avons les détails de ce qui est arrivé pendant ces événements, c'est parce qu'un officier, le lieutenant Peto, je sais pas. Peut-être. Peto. Oui, ils ont vraiment tous des drôles de noms. Chanoine, Club, Peto. Écœuré par ses supérieurs Voulet et Chanoine, il est également écœuré par la conduite des opérations, malgré qu'il a lui-même ordonné la destruction de 2 villages et le massacre de ses habitants. Il va écrire une lettre à sa femme, suivant son renvoi par Voulet et Chanoine. Cette lettre qui décrit ce qui est en train d'arriver va se rendre jusqu'au Parlement de Paris. Et c'est alors que cette fameuse affaire, si on veut, éclate. Le gouvernement à Paris, qui est déjà en pleine crise en raison de l'affaire Dreyfus, dépêche un ordre au lieutenant-colonel Club, que nous avons vu à Tombouctou, qui lui demande d'aller rejoindre la colonne au plus vite et d'en reprendre le contrôle. C'est lui, en fait, qui, en poursuivant la colonne sur plus de 2000 km, va documenter tout ce qu'il trouve sur son chemin. Juste à titre d'exemple, voici une petite citation, un de ses livres, son dernier, pas son dernier roman, mais son rapport et... il a fait une série avec ça. Son récit de voyage. Son récit de voyage, ce qu'on appelle son rapport, voyons. J'ai oublié le mot. Mais il écrit sur un village qu'il vient de trouver, il écrit « Arrivé dans un village brûlé rempli de cadavres. Ah. 2 petites filles se balancent au bout d'une branche. L'odeur est infecte. Les pluies ne donnent pas assez d'eau pour les hommes. Les animaux ne boivent pas. L'eau est corrompue par les cadavres. » Fait que oui, c'est écrit très, très, très simplement parce que justement, ce sont des rapports militaires, donc il fait juste à noter ce qu'il voit. Mais la fin de ce document-là, qui d'ailleurs sur Gallica est rempli de ces événements-là. Une petite lecture tranquille du vendredi soir? Non. C'est quelque chose. Mais c'était quelque chose d'assez commun à cette époque-là. Comme son récit de voyage, tu dis que c'est un rapport militaire, donc c'est pas quelque chose qui était publié à Paris. Les gens ne lisaient pas Non, c'est pas comme des récits de conquête. On est comme, ils ont découvert une terre en Nouvelle-France, c'est... En fait, c'est des carnets de route, un petit peu comme dans les navires. Il va y avoir le carnet de bord où est-ce que tu écris tous les événements, qu'ils soient banals ou pas. Mm-hmm. C'est juste que ça a été publié par sa femme après, parce que justement, le fait qu'il... En fait, je vais y arriver plus tard, parce qu'on a un petit punch. Fait que... faudrait pas rire. Bon, fait que l'enfant, il retrouve des villages rasés au sol, parsemés de cadavres calcinés, des jeunes filles pendues à des arbres, comme j'ai dit, des cadavres d'enfants, des fois dans les feux de camp. Entre autres, toutes ces horreurs, comme je l'ai dit, sont racontées dans son dernier cahier de route, qui se trouve sur Gallica. Et c'est d'ailleurs véritablement son dernier cahier de route, car en rejoignant enfin la colonne le 11 juillet, Club va se faire assassiner par Voulet et Chanoine. L'image que j'ai mis en publicité, d'ailleurs, évoque justement cet épisode où Club va s'approcher du campement de Voulet et de Chanoine et leur déclare qu'ils sont démis de leur fonction. Voulet ordonne alors d'ouvrir le feu sur Club, qui tombe mort. Se retournant vers sa troupe, il aurait déclaré « Je ne suis plus français, je suis un chef noir. Avec vous, je vais fonder un empire. » Il est complètement tombé sa tomate. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut... C'est un néo-conquistador du désert, oui. C'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a un film, Aguirre et la colère de Dieu, que c'est exactement ça, qui se passe en Amérique du Sud. Un conquistador qui part à la conquête, qui vire complètement fou, écrit une déclaration d'indépendance avant de se faire remettre à l'ordre par les autorités espagnoles. C'est un cas, je dirais pas classique, mais on le voit un peu partout. Mais cette déclaration-là, on pourrait dire un peu impérialiste et grandiose, elle va pas être considérée ni écoutée par la troupe qui, quelques jours plus tard, vont assassiner à leur tour Voulet et Chanoine. Néanmoins, malgré que les chefs se font tuer, la colonne va quand même se rendre jusqu'au lac Tchad. Et elles vont éventuellement être justement récupérées, si on veut, par les 2 autres colonnes que j'ai évoquées tantôt, celle qui partait d'Algérie et celle qui était juste derrière. Le Tchad va être conquis et va devenir un territoire français. Donc l'objectif est atteint, mais pas avec Voulet ni avec Chanoine. Et à quel prix? À quel prix, oui. Un prix assez... pas dérisoire, mais terrible pour les populations locales. Alors, comment faut-il comprendre ces événements dans le contexte colonial? Ce qui va circuler, surtout à l'époque, c'est l'idée que Voulet et Chanoine étaient rendus fous, atteints par ce que les gens appellent la soudanite,
Une soudanite, ça serait dans le fond une idée que c'était la colonie qui t'a rendu fou, la soudanite. Il y avait sûrement un brin de folie dans cette histoire. Voulait Shannon était atteint de la syphilis d'ailleurs. Ils étaient un peu mégalomaniaques. Et ça faisait maintenant des mois que la colonne avançait dans un territoire hostile avec peu de vivres et aucune autorité centrale pour les ramener à l'ordre. Bref, on peut comprendre que ces deux individus aient dérapé. Mais les actes de violence de la colonne ne sont absolument pas exceptionnels. J'argumenterais même qu'ils sont en ligne avec les pratiques et les dynamiques de violence de l'armée coloniale française en colonie. On constitue des colonnes punitives qui vivent du pays. On fait des exemples afin de pacifier la région. On massacre des populations civiles résistantes. En fait, il y a absolument... pour moi, il y a vraiment rien d'exceptionnel. Peut-être que c'est à plus grande échelle, peut-être que c'est bien documenté. Il y a même l'historien Nicolas Bancel qui évoque que pendant la colonisation, les massacres de la sorte étaient sujets de moqueries, de blagues de la part des officiers coloniaux. Ce qui fait ressortir l'affaire Voulet-Chanoine sont multiples. Par exemple, la lettre qui se rend jusqu'au Parlement ou encore le fait que la majorité des autres officiers coloniaux étaient en désaccord avec la tenue même de cette mission. C'est vraiment avec la sortie médiatique des agissements de Voulet et Chanoine que les autres officiers coloniaux ont tout simplement profité de la vague de condamnation pour délégitimiser Voulet et Chanoine. Eux autres se sont dit, regardez, on était toujours en désaccord, ils sont absolument brutaux, nous autres, on se comporte pas comme eux. Même que malgré ça, la plupart d'entre eux s'adonnaient aux mêmes pratiques de violence que Voulet et Chanoine. En tout, cette affaire a tout de même été présentée comme exceptionnelle. Encore aujourd'hui, elle est un peu présentée de cette manière. Il y a des romans, des BD et des films qui l'ont repris. Mais comme je l'ai dit, elle est loin de ne pas représenter la norme de la conquête coloniale en Afrique et ailleurs. Aïe, aïe, aïe. OK. C'est intéressant. Merci Thomas pour ce récit assez détaillé de multiples massacres. Une autre chronique. Une autre chronique du genre, oui, tout à fait. Il y en avait des morts là-dedans. On est juste de plus en plus convaincus qu'il n'y a rien de positif à la colonisation. Seigneur. Bref, Gab, peux-tu nous changer les idées avec un peu de musique? Oui, j'ai trouvé ça très drôle quand t'as dit « Ils sont-ils tombés sa tomate? » Ça nous a fait bien rire. Je pensais pas qu'on allait le soulever, ça. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on sait si Club a été enterré avec son compatriote Sandwich? Ok, bon, ok, je prends la musique, c'est assez. Donc, on va écouter Initiate de l'artiste Demain. Merci.
Bienvenue à Histoire de passer le temps. Amélie, ça va être ton tour de parler. C'est à moi. C'est à toi. Mais dis-moi, ça va pas bien dans le domaine du patrimoine ces derniers jours? Ben, si ça dépend sur quelle page Facebook vous êtes branché. Il y en a des pour la sauvegarde du patrimoine, mais je pense que même à ça, juste avec l'actualité régulière, on a eu les 2 dernières semaines ont été plutôt chargées. J'ai essayé de faire une chronique sur autre chose, mais à tous les jours depuis 2 semaines, il se passait des choses dans le monde du patrimoine. Alors j'ai finalement accepté mon destin et préparé une chronique sur le patrimoine. Donc, mais dans le fond, peut-être qu'en fait, les médias, ils sont plus sensibles parce qu'il est arrivé des événements super importants, mais dans tous les cas, il s'est passé, overall, beaucoup de choses. La fronde populaire, si je peux dire, a commencé avec la démolition de la maison Boileau à Chambly. Cette maison-là avait été construite dans les années 1920 pour un patriote, le patriote René Boileau. Et en fait, en 2016, la maison avait été laissé un peu à l'abandon sans réellement avoir été été entretenu. Et donc, en mai 2016, donc là, il y a 2 ans, la ville de Chambly avait déjà émis un permis de démolition, mais devant la grogne populaire et les soulèvements citoyens, en fait, ils avaient fait marche arrière et avaient accepté de la conserver, d'en faire la préservation, mais en instaurant des parcomètres pour générer des revenus et afin de la transformer en bureau touristique. Finalement, en cachette un peu, le 22 novembre dernier, le directeur général de la ville a ordonné la démolition et en fait, c'est les citoyens qui ont appelé les médias en disant « Mais voyons, il y a des pelles mécaniques qui sont en train de démolir la maison, il n'y a même pas eu de permis, même pas eu d'annonce, rien. » Alors que le bâtiment avait été cité comme bâtiment patrimonial par plusieurs études. Donc, c'est un peu, ça s'est fait vraiment rapidement. Tout le monde a été un peu pris de court. Et en fait, j'ai écouté une entrevue surréaliste d'un journaliste de Radio-Canada qui questionnait justement le directeur général qui a ordonné la nouvelle. Et il lui demandait un peu, sais-tu ce que tu viens de démolir comme bâtiment? Es-tu au courant du dossier qui a été monté depuis plusieurs années sur ça? Et il dit, ben là, ça appartenait à la ville, on n'avait pas besoin de permis. Puis, ben c'est sûr, moi, je viens d'arriver, fait que j'ai pas été au courant de tout le dossier. Et là, il lui répète, en fond, le bâtiment a été cité comme un bâtiment patrimonial très important pour la région. Et il dit, moi, c'était pas dans ma documentation. Donc, il a vraiment ordonné la démolition de bâtiment très rapidement pour s'assurer. En fait, je pense qu'il savait que c'était illégal parce qu'il a bypassé beaucoup d'étapes. Et, afin de la démolir, une fois que c'est démoli, qu'est-ce que tu fais? C'est fait. T'as beau avoir un blâme, il est trop tard. C'est comme un bâtiment patrimonial qui passe au feu. Ben, t'as beau dire, fallait que tu branches ton eau, ben, il est trop tard de toute façon. Et donc, en fait, suite à ça, Ricardo s'en est mêlé, il a blâmé le maire parce que il a habité à Chambly. Je pense qu'il a habité dans la maison Boileau d'ailleurs. Ensuite, la nouvelle ministre de la Culture, Nathalie Roy aussi, elle a blâmé le directeur général. Et en fait, finalement, le directeur général a dit qu'il y avait des raisons de sécurité, que ça allait s'effondrer, mais tout le monde est d'accord et d'avis que non. Et finalement, devant la grogne, la ville a annoncé qu'ils allaient reconstruire un bâtiment identique. Donc, pour en faire un musée ou juste pour... La belle blague. Je sais pas pourquoi, mais c'est tellement dangereux de reconstruire à l'identique parce que vraiment, c'est sûr que ce sera pas identique. Puis deuxièmement, ben, c'est juste... À quoi bon? À quoi bon, voilà. À quoi bon? Oui, mais avec les imprimantes 3D, c'est reconstitution plastique. On reconstruit le passé. Voilà. Et donc, à peine quelques jours plus tard, les citoyens de l'île Verte, dans le bas du fleuve, constatent avec effarement qu'une pelle mécanique démantèle une portion du vieux moulin à farine qui avait été construit en 1823 et qui avait été actif jusqu'en 1940. Le problème de ce bâtiment-là, c'est qu'il était vacant depuis 1959, donc ça fait quand même 60 ans qu'il était inhabité et donc non entretenu. Les effets du temps, le bâtiment a beau avoir été construit de grande qualité à l'origine, 60 ans sans entretien, il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. Et en fait, ce qui est le pire dans ce cas-là, en fait, c'est que le bâtiment avait été cité bâtiment patrimonial provincial en 1962 dans un peu le premier registre des bâtiments patrimoniaux au Québec qui date des années 60. Donc, il avait été cité à ce moment-là, mais... en fait, c'est pas parce qu'un bâtiment est cité, un bâtiment est cité patrimonial, on peut pas le démolir, mais on n'est pas forcé de l'entretenir. Donc, c'est une petite étape. Mais cet élément-là est un peu à la base de
toute cette situation sur le patrimoine. C'est qu'il y a pas... On est obligé de le garder, mais on n'est pas obligé d'en prendre soin. Donc, on attend que ça se détériore. C'est le concept, ce qui revient pas mal dans tout, là, c'est la stratégie. T'attends qu'il se détériore une fois que c'est trop tard. Ah, ben là, on peut plus rien faire avec. Bon, OK, tant pis. On va le démolir. Voilà. Ce cas-là est extrêmement bien illustré avec l'exemple du bâtiment Le Pionnier à Pointe-Claire. Ce bâtiment-là, ça fait plusieurs mois que les citoyens essaient de le sauver. La ville veut le démolir avec un promoteur pour faire... dans le fond, c'est un hôtel, un ancien hôtel à 3 étages qui a plus de 100 ans et qui avait... Dans le fond, la ville veut le démolir et veut construire dans un gros complexe de condos qui a comme 3 fois la volumétrie du bâtiment, viendrait complètement défigurer le centre-ville de Pointe-Claire. Et dans le fond, la propriétaire du bâtiment qui veut réellement le vendre a fermé le chauffage, mais a laissé l'eau parce que les risques d'incendie. Et donc, finalement, dimanche dernier, avec les grands froids qu'il y a eu la semaine dernière, plus la pluie diluvienne de la fin de semaine, il y a un sprinkler qui a éclaté dans le bâtiment et l'inondation a fait du sous-sol jusqu'au premier étage. Et là, maintenant, une fois que c'est fait, une inondation. La valeur a beaucoup diminué. Là, les citoyens qui avaient réussi partiellement à le sauver, à bloquer la démolition, à faire revoir le promoteur devait redessiner son bâtiment. Mais là, en fait, est-ce que le bâtiment peut encore être sauvé? On ne sait pas dans quel état il est. Donc, une fois de plus, c'est une question probablement de la négligence de la propriétaire pour permettre de le vendre plus facilement. En plus de tout ça, il y a l'affiche d'Archambault tout juste à côté d'ici qui a été retirée et ça en fait c'est la mairesse Valérie Plante qui est intervenue finalement et qui a réussi à le conserver dans l'arrondissement Ville-Marie et ça va probablement être placé devant un autre Archambault ou ailleurs. Ici c'est juste une affiche mais en fait ça représente le symbole de plusieurs années. C'est une des dernières affiches comme ça en hauteur sur le coin. Il en reste vraiment plus beaucoup. Donc, c'est quand même... Ça représente un passé, ça représente quelque chose qui n'est plus. Et enfin, le dernier cas triste, c'est arrivé avant-hier, pendant que je préparais ma petite chronique tranquillement, je réalise qu'il y a une autre démolition d'importance qui a eu lieu. Cette fois-là, à Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est la maison Vézina qui avait été construite en 1880 et elle a été démolie mercredi dernier à la demande du commerce voisin qui voulait agrandir sa surface. En 2013, il avait déjà fait une évaluation patrimoniale parce que les voisins voulaient le démolir et on avait dit qu'en fait, ça avait une grande valeur patrimoniale, mais que c'était dans un état physique absolument déplorable et donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Il était un peu trop tard. Donc, finalement, c'est cette semaine que ça s'est passé. Ça a été démoli. Les citoyens s'y attendaient, mais ça reste malgré tout plutôt triste. Dans la catégorie des bonnes nouvelles, pour conclure mon petit tour d'horizon. Il y en a-tu? Il y en a une. Le centre-ville de Arvida a été reconnu comme site patrimonial protégé. Donc, le vieux centre-ville de cette ville qui est maintenant annexé à Saguenay. A été construit en fait dans le fond c'est une ville qui a été construite de façon planifiée par le président de la compagnie d'aluminium Alcoa qui est maintenant Alcan. Le président s'appelait Arthur Vining Davis Arvida et c'est comme ça qu'il a construit la ville autour de son usine à Arvida et en fait au moment où il a tout construit ça, ils ont tout tracé, ils ont tout construit ensemble. Donc, ça fait vraiment un ensemble très unifié et ça a été donc reconnu comme site patrimonial protégé. Ça permet de respecter la trame, l'ambiance, la volumétrie des bâtiments et de mettre en valeur tous les éléments. Dans le fond, c'est qu'il y en a plusieurs et ça permet de les rassembler dans une seule reconnaissance patrimoniale. Donc, ça l'empêche les grosses modifications. Ça devient beaucoup plus compliqué pour un promoteur, par exemple, d'avoir des gros projets qui transformeraient cet ensemble-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aussi c'est un patrimoine qui est industriel. Là. C'est quand même assez rare là, que c'est protégé. On parle souvent des maisons historiques puis tout, puis les châteaux du Frêne, etc., qui sont comme monumentales, mais les industries, c'est important. Ben, le prochain cas qui va être important, ça va être l'usine Molson. Ouais. Le patrimoine industriel dans le coin du canal de la Chine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben, c'est en train de se faire complètement transformer. Mais ça, c'est même pas 3-4 ans. Tu vois à peine le centre-ville maintenant à partir de là, tellement il y a des immeubles qui se sont construits. Les beaux condos. Ouais. À l'époque, on le voyait pas plus. C'était des usines qu'il y avait. Fait que maintenant, on les voit
plus. Mais là, il y avait des terrains vagues. C'est ça. Dans le fond, la vue est probablement plus similaire maintenant qu'à l'époque. Ouais. Bref, tout ceci amène un peu des questions sur c'est quoi le patrimoine, est-ce qu'on peut tout sauver, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais pas assez de temps pour tout dire qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la question du patrimoine parce qu'il nous reste pas tant de temps que ça. Mais en fait, je voulais juste paraphraser un peu Dino Bombarou qui était le directeur de Héritage Montréal qui dit d'abord sur la diversité du patrimoine. En fait, il dit c'est bien de sauver des cathédrales et les bâtiments majestueux, mais en fait, une ville, c'est pas juste des cathédrales. Montréal, c'est pas juste des grosses églises. Faut faire attention à tout le reste qui fait que c'est une ville. Donc, c'est pas juste de dire, on va sauver les très beaux bâtiments. Il y a plein d'autres choses. Il y a le patrimoine industriel, comme on disait, mais il y a aussi l'affiche d'Archambault, qui est un témoin de quelque chose qui n'existe plus. Il y a plein de choses. Il y a le patrimoine immatériel aussi, qu'on peut considérer des recettes, des chants, toutes ces choses-là qui peuvent être préservées en souvenir de choses qui n'existent plus. Et donc, les grandes problématiques dans la question du patrimoine bâti, entre autres, c'est la question de la division des pouvoirs. Et c'est qu'en fait, depuis 2012, la loi sur le patrimoine culturel qui a été amenée par Christine Saint-Pierre, elle permet aux municipalités, elle leur donne plus de pouvoir s'ils veulent, par exemple, obliger un propriétaire à prendre soin d'un bâtiment. Ils le peuvent. Ils ont un levier pour le faire. Mais ils ne sont pas forcés. Il y a pas les conseils municipaux ne sont pas obligés de mettre en place des mesures pour entretenir ou pour prévenir les démolitions. Donc, elles le peuvent si elles le veulent, mais si le conseil municipal, si la ville n'est pas sensibilisée à ces problématiques-là, ben elles ne vont jamais utiliser les outils qui sont à leur disposition. Parce qu'en fait, les pouvoirs sont essentiellement laissés au niveau municipal. Il y a très peu de bâtiments qui sont cités au niveau provincial, comme le centre-ville d'Arvida, par exemple. Il y en a pas beaucoup. Et même à ça, souvent, ça va être une idée de protection pour la démolition, mais ça va pas nécessairement forcer les propriétaires à entretenir. Parce que ça rapporte pas de toute façon le patrimoine, à moins que ce soit un musée, par exemple, où on peut peut-être avoir une certaine rentrée d'argent. C'est aux frais des propriétaires. Je veux dire, c'est pas la municipalité qui va payer pour le propriétaire non plus. Donc, il n'y a pas une grande valeur de revente non plus. Si le propriétaire met beaucoup d'argent pour restaurer un bâtiment, il n'ira pas chercher énormément de profit avec ça, donc ça vaut pas la peine de restaurer. Il laisse dégrader, en fait, pour revendre le terrain après, qui vaut plus cher. Puis je me demandais justement, est-ce qu'il y a si au Québec, il y a des compagnies spécialisées dans la restauration patrimoniale, comme en France et ailleurs, où est-ce que tu as des artisans qui vont carrément retaper les galeries, des affaires de... Il y en a, ils existent. Okay. Ouais, c'est pas non, mais tu sais, mettons, sur le plateau, c'est très petit comme exemple, mais sur le plateau, tu peux pas... Maintenant, si tu refais ta façade, t'es obligé de refaire de garder ta corniche en haut, l'espèce de truc en métal en haut. Donc, il y a des artisans qui font ça, des corniches en métal. Recréer des jobs. Parce que ça, c'est une mini-expérience de construction où est-ce qu'on retapait justement une boutique sur le plateau Mont-Royal, mais c'était nous qui remettions tout. Mais on n'était aucunement spécialisés dans la restauration patrimoniale. Mais évidemment, c'est coûteux. Oui, c'est OK. Mais comme tout ce qui touche au patrimoine, en fait, c'est coûteux et ça rapporte peu, donc qui paye? Au final, ça prendrait, j'imagine, un fonds, ça prendrait des lois pour qu'on arrête d'être toujours dans l'urgence, parce que là, en fait, ça met beaucoup de pression. Ça met beaucoup de pression sur les citoyens qui doivent toujours être alertes, qui doivent toujours mener les combats avec pas de ressources, en mode bénévole, et qui doivent être alertes pour s'assurer qu'il y a pas de démolition dès qu'il y a un permis, se lever de bouclier pour s'assurer que... Et on est toujours dans l'urgence. Et ça permet pas d'avoir des plans, ça permet pas de faire de l'entretien qui empêcherait ces démolitions-là ou qui empêcherait le sentiment d'urgence qui arrive à chaque fois. Puis je présume aussi qu'on est aussi face à une lutte des mentalités ici. Parce que oui, tu as des citoyens qui veulent maintenir ce patrimoine, mais tu as d'autres citoyens, les promoteurs immobiliers qui voient des terrains avec une vieille bâtisse, ils peuvent augmenter la valeur en construisant un condo avec des lofts à 3 000 $ le mois. Là. Fait qu'eux autres, ils voient ça. Fait qu'il y a une lutte de mentalité complètement différente
qu'on a ici. Et en même temps, il y a des petits propriétaires qui sont un peu entre le grand promoteur puis les autres qui veulent conserver le patrimoine. En fait, les shoebox dans Rosemont, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de petits propriétaires maintenant qui, s'ils veulent faire des réparations sur leur maison, ils doivent respecter les standards. Donc, aller vers des artisans qui vont pouvoir refaire les choses comme ils étaient à l'époque. Et puis, c'est pas souvent des gens qui n'ont pas des énormes moyens, évidemment. Donc, le coût des rénovations, tout d'un coup, vient d'augmenter. Ils ne peuvent plus suivre. Là, il leur faut des ressources, en fait, parce qu'ils vont ça prend un fonds d'aide. Ça prend un fonds quelconque. Rendu là, qui contribue au fonds? Je ne sais pas. Mais... Non, c'est ça. mais là, c'est autre question. C'est pas notre mais ça prend quelque chose. C'est ça. Ça prend un certain fonds d'aide parce que les gens individuellement n'y arrivent pas. Puis sinon, de façon... des beaux exemples, là, vraiment rapidement, c'est souvent, ça va être les organisations religieuses. Il est arrivé des trucs très tristes que des églises ont été transformées en condos ou des couvents en condos aussi, les condos. Mais il y a aussi eu des vraiment très beaux exemples d'églises qui ont été transformées en bibliothèques. Ça reste des lieux publics, selon moi. Une fois que si c'est un lieu public qui demeure un lieu public, je trouve ça intéressant qu'on puisse conserver ça, qu'on puisse conserver les fenêtres, qu'on puisse conserver certains éléments. Des couvents qui sont transformés en résidence universitaire. Je trouve ça super intéressant de garder la fonction de dodo pour les étudiants et étudiantes. Puis sinon, la dernière chose, c'est un truc super dangereux, c'est les façades. Souvent, ils vont une façon de faire, les promoteurs vont dire, oui, on le démolit, mais on garde la façade puis on l'intègre à notre bâtiment. Puis la façade est tombée. Ben, la façade est tombée parce qu'elle est fragilisée, comme c'est arrivé pour le club Mount Stephens. Mais c'est aussi arrivé, il y a une petite gare dans le centre-ville de Montréal. C'est la première gare qui accueillait les tramways qui allaient à Brossard par le pont Victoria au tournant du siècle. Et cette gare-là, elle est intégrée à un truc de 35 étages. Elle est complètement disparue. Elle est là, mais on la voit plus. Et c'est ça qui arrive souvent, c'est que la façade, elle va être intégrée complètement et elle va disparaître. Donc, rendu là, à quoi bon? Oui. Il y a des moyens de la restauration, de la transformation. Il y a des moyens de rappeler en fait le passé, de rappeler l'usage qu'on faisait d'un lieu. Par exemple, si on a une usine, on a détruit, on construit des condos neufs, on peut très bien mettre les machines qui étaient à l'intérieur de l'usine dans le nouveau condo avec des images, avec une espèce de volonté de... Il y a c'est pas à Düsseldorf, mais il y a une ville en Allemagne, justement, à Cologne. Il y a la cité de la mode sont installés dans les anciennes usines Krupp. Alors, ils ont gardé tout le matériel industriel en intégrant, justement, beaucoup de nature, etc. Évidemment, c'est une ville de la mode, mais c'est quelque chose que je voudrais voir. Il y a beaucoup d'affaires. C'est de revisiter un peu notre rapport au passé aussi. Ce qu'on en pense et comment on décide de le valoriser ou pas. Bon, on a réglé ça. Là-dessus. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant une heure. Je pense que oui. Ben, on continuera ça après. J'avais plein de choses à dire aussi. Oui, Gam, tu voulais-tu faire une annonce? Ben oui, c'est ça, en fait, en lien avec, patrimoine, etc. Là, il y a le laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal qui organise une table ronde le lundi 10 décembre à l'Espace Libre. Donc, ça, c'est dans le quartier Sainte-Marie. Autour de Camillien Hood, donc le petit gars de Sainte-Marie, qui est une pièce de théâtre qui est écrite par Alexis Martin, qui est aussi comédien. Puis en fait, Camillien Hood est interprété par Pierre Lebeau. Donc la table ronde s'intitule Camillien Hood, l'histoire au théâtre. Puis en fait, en plus, il y a Paul-André Linteau qui vient discuter de tout ça avec Mario Robert, qui est archiviste en chef de la ville de Montréal. Donc l'entrée est gratuite. Par contre, réservation obligatoire. Puis ça, c'est sur l'adresse courriel du laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal. Parfait, merci beaucoup, c'est noté. Donc, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger nos émissions en balado-diffusion sur le site de choc.ca, comme sur Spotify. Puis, gênez-vous pas pour partager notre contenu sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de passer le temps, dès 16h. D'ici là, lâchez pas la patate.